Bonjour, je m'appelle Stéphane Jamin, je suis généticien et chargé de recherche à l'INSERM et je vais parler en première partie des outils modernes de l'exploration du génome et de différents matériels biologiques pour arriver à orienter la psychiatrie aujourd'hui et s'orienter vers une médecine plus personnalisée. Bonjour, je m'appelle Nicolas Glechonos, je suis professeur d'immunologie à l'université de Nice-Sophia Antipolis et je dirige une équipe qui est également rattachée au CNRS et à l'INSERM. Et à la suite de Stéphane qui vous a parlé des outils de génomique pour la médecine et la psychiatrie personnalisée, moi je vous parlerai des outils de protéomique, c'est-à-dire en fait la mesure de certaines protéines, le dosage de certaines protéines dans le sang, toujours avec l'objectif d'aider les cliniciens pour leur diagnostic, le pronostic ou prédire en fait la réponse des malades à certains traitements. Avant de commencer, je voulais en profiter pour, comme vous êtes tous réunis, faire un petit peu de publicité en fait pour notre école d'été qui s'appelle Frontiers in Biological Psychiatry, qui est organisée pour la 3e année à l'Institut Pasteur. Et pour laquelle je vous invite tous, si vous êtes intéressés par justement les liens qu'il y a entre la psychiatrie et les neurosciences, pour savoir ce qu'on peut faire et quels sont les outils modernes pour explorer la psychiatrie aujourd'hui, d'y assister. On a un programme extrêmement riche encore cette année. Et demandez à vos camarades qui ont déjà participé à l'école, en général, pour ce qu'on a pu avoir comme retour, ils sont plutôt extrêmement satisfaits. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, en parler autour de vous, en parler auprès des étudiants. Comme l'a dit Marion, l'idée va être d'essayer de vous montrer un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la biologie moderne, ce qu'on entend souvent sous le terme d'omics, pour essayer de s'orienter vers une psychiatrie personnalisée. Et tout d'abord, je voudrais un peu vous montrer qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de la génétique des maladies psychiatriques, qu'est-ce qu'on connaît en fait sur l'ensemble de l'exploration des maladies psychiatriques, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer. Alors j'essaie de vous faire une diapositive pour vous montrer que les troubles psychiatriques ont une étiologie extrêmement hétérogène. Et en fait, quand j'ai fait, je me suis aperçu qu'on ne voyait pas grand-chose. Mais je l'ai laissé parce que je me suis dit que ça montrait un peu le flou dans lequel on était actuellement. On sait juste qu'on a un certain nombre de facteurs environnementaux qui jouent sur l'apparition des troubles. Un certain nombre de facteurs biologiques, qui soient au niveau des protéines, du génome, des métabolites, qu'on peut arriver à enregistrer chez les patients, et tout ça se manifeste par les phénotypes que vous connaissez très très bien chez les patients. En fait, concrètement, ce qu'on a, c'est qu'on a surtout des individus avec une liste de symptômes, et bien sûr, ces symptômes sont soit des symptômes des troubles du comportement, des anomalies de comportement ou autres, ou aussi un certain nombre de caractères somatiques, de paramètres somatiques de symptômes somatiques qu'on peut enregistrer chez les individus. Et la liste est bien sûr beaucoup plus longue que ça. Le dos du monsieur n'était pas assez long pour que je la mette de manière exhaustive, mais toujours est-il qu'on a essayé depuis très longtemps de faire un grand nombre de classifications, de faire plusieurs classifications, la plus récente étant le DSM-5, pour essayer de catégoriser un peu tout ça, et on s'est aperçu que finalement, ça ne permettait pas vraiment de mieux comprendre la biologie de ces maladies, et surtout, on s'est aperçu qu'on avait toujours la même hétérogénéité qui existait dans les différents troubles psychiatriques. Alors, j'ai fait un autre schéma pas moins complexe que le précédent, mais qui justement essaie de résumer ça. On sait que ce qui nous intéresse, c'est comment ça va dysfonctionner au niveau du cerveau. On sait qu'il y a des facteurs environnementaux qui jouent, on en connaît de plus en plus. On sait aussi qu'il y a des facteurs génétiques qui apportent une certaine vulnérabilité pour bon nombre de ces troubles. Et on sait que les facteurs génétiques jouent directement sur l'expression du cerveau, ses fonctions, ou par l'intermédiaire de protéines, jouent sur des paramètres qu'on peut enregistrer au niveau du cerveau ou au niveau d'autres paramètres physiologiques au niveau du corps. Et les facteurs environnementaux jouent soit directement sur la physiologie ou sur le cerveau, mais jouent également sur les facteurs génétiques par un certain nombre de modifications épigénétiques. Tout ça se traduit par un certain nombre de symptômes, de troubles du comportement caractéristiques des patients. Et en fait, ça, on essaie de classifier, et on se retrouve avec des maladies dont on sait que non seulement elles sont hétérogènes, mais en plus elles se chevauchent d'un point de vue, phénotype, d'un point de vue symptôme en fait. Donc l'idée, c'est aujourd'hui d'essayer d'oublier ça et de se concentrer plutôt sur l'ensemble de ces paramètres, c'est-à-dire à la fois sur les caractéristiques cliniques, physiologiques, mais aussi sur ce qu'on peut enregistrer chez les individus en termes de données génétiques, de données de protéomiques, de métabolomiques,
ou de données de modification épigénétique, et bien sûr d'essayer d'avoir un maximum d'informations au niveau des facteurs environnementaux qu'ont rencontrés ces individus pour voir comment tout ça peut interagir ensemble. Donc l'idée de médecine personnalisée en psychiatrie a été évoquée énormément par notamment Thomas Insel, qui était directeur du NIMH jusqu'à l'année dernière en fait. Et donc l'idée c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on a plein de groupes hétérogènes. L'idée c'est de tout remettre dans un même paquet, d'essayer d'avoir un maximum d'informations en faisant ce qu'on appelle les RDoC, des Research Domain Criteria, pardon, pour essayer de redéfinir un peu ces pathologies et essayer de ensuite retrouver des groupes d'individus qui seraient plus à même de correspondre mieux, en tout cas pour lesquels on pourrait avoir une prise en charge personnalisée et plus adaptée à leur déficit premier. Même Thomas Insel dit que ça reste quand même plutôt une promesse pour l'instant, mais c'est vraiment l'idée vers quoi il faut aller en fait. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Aujourd'hui, on a vraiment des outils extrêmement puissants pour arriver à explorer les individus. Au niveau du génome, on peut séquencer le génome complet des individus, regarder tous les gènes qui sont exprimés, regarder tout le transcriptome, regarder également toutes les modifications épigénétiques et regarder tout le méthylome. On peut également mesurer l'ensemble des protéines ou des métabolites avec un certain nombre de techniques globales. Et bien sûr, on peut avoir toutes les données personnelles, à la fois les facteurs cliniques, les facteurs environnementaux et les données psychosociales, par exemple, ou autres. L'idée, c'est ensuite de tout combiner. Et c'est là où il y a un gros travail d'essayer d'intégrer un maximum de ces informations. Bien sûr, il y a tout un développement, notamment d'algorithmes et d'autres choses qui sont extrêmement importantes, pour définir un score de risque qui nous permettrait soit de définir un sous-groupe de la maladie, soit quelles sont les personnes, de prédire quelles sont les personnes qui peuvent ou non répondre à certains traitements, soit de définir quels sont les sujets qui sont à haut risque de développer la maladie derrière, en fait. Alors, est-ce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui? On progresse. Vous allez voir qu'il y a des bonnes pistes. On n'en est pas encore au point de pouvoir l'appliquer aux patients. Mais je vais vous présenter principalement des données de génétique, en fait, et puis donc des données qui se passent plutôt à ce niveau-là. Et puis Nicolas, derrière, partira plus particulièrement des données de protéomes et de métabolomes qu'on peut étudier chez les sujets. Alors pour les données de génétique, juste un bref rappel, on sait depuis assez longtemps maintenant que toutes les maladies psychiatriques, ou la plupart d'entre elles du moins, ont une composante génétique assez importante. Ici représentée l'héritabilité en fonction de la prévalence en fait, d'un certain nombre d'entre elles, l'autisme, la schizophrénie, les troubles bipolaires et autres. Et on s'aperçoit que pour toute l'héritabilité autour, on va dire entre 50 et 80% en fonction des pathologies. Mais on sait aussi que toutes ces pathologies sont extrêmement hétérogènes sur le plan génétique. Je vous ai pris juste quelques exemples. Les troubles bipolaires, par exemple, ce sont toutes les études de liaison qui ont été montrées dans les troubles bipolaires. Et chaque flèche vous montre quels sont les gènes qui sont sortis de ces études de liaison. Vous pouvez vous apercevoir qu'à peu près tous les chromosomes sont sortis, plusieurs parties du même chromosome sont également sorties. Donc un certain nombre de données, ça c'est une méta-analyse, donc ça vraiment prend un certain nombre de choses qui normalement sont vraies. C'est vrai également dans l'autisme. Dans l'autisme, il y a un grand nombre de gènes candidats qui ont été identifiés. Vous pouvez voir également qu'il y en a à peu près sur tous les chromosomes, qui sont sortis des études d'association, des candidats qui sont fonctionnels, des mutations rares qui ont été identifiées dans des patients, ou les gènes qui sont impliqués dans l'autisme syndromique. Un grand nombre également de ce qu'on appelle les CNV, les Copy Number Variations, qui sont des délétions ou des duplications qu'on retrouve chez les patients. Et une fois encore, on s'aperçoit que tous les chromosomes sont impliqués, et plusieurs loci sur le même chromosome sont également impliqués. Enfin, un dernier exemple, c'est la schizophrénie, cette étude qui vous a déjà été présentée plusieurs fois dans ces conférences, qui est la plus grosse étude jamais réalisée à ce jour sur une maladie psychiatrique, en s'intéressant seulement aux polymorphismes qui sont fréquents, en fait, aux variations génétiques qui sont fréquentes dans la population, et pour lesquelles on voit sur cette représentation graphique tous les loci qui montrent qu'il y a une différence de fréquence allélique entre les patients et les malades, pardon, entre les patients et les témoins. Et en fait, est sorti de cette étude plus de 100 nouveaux gènes qui seraient associés à la schizophrénie, dont le pic principal est sur le bras court du chromosome 6, dans la région où est tout le système de l'immunité adaptative, c'est-à-dire tout le système HLA. Et donc pour lequel on a maintenant un certain nombre de gènes qui ont donc été associés à la schizophrénie. Donc pour faire un peu un bilan global de ce qu'on connaît aujourd'hui sur la génétique, ce graphique aussi qui vous a déjà été présenté, je pense,
qui vous montre ici la fréquence des variations génétiques qu'on peut avoir et ici l'impact qu'ont ces variations génétiques sur les maladies psychiatriques, sur le phénotype qui est observé. En fait, on s'aperçoit que aujourd'hui, il y a probablement des variations qui sont rares et qui ont un effet modeste sur la maladie. Elles sont difficiles à identifier et on s'y intéresse assez peu. Des variations qui sont fréquentes avec un fort effet sur la maladie, on sait qu'on n'en a pas trouvé jusqu'à ce jour. Elles sont improbables dans les maladies psychiatriques, sinon on les aurait déjà identifiées depuis assez longtemps. Et après, on a tout un panel en fait, de variations qui sont rares avec un effet fort et de variations qui sont très fréquentes avec un effet faible et des techniques un peu différentes pour arriver à les identifier. On commence à en avoir un certain nombre et maintenant on commence à compléter à peu près tout ce panel-là dans la génétique des troubles psychiatriques. Alors pour reprendre ces différentes découvertes et ce que ça peut nous apporter pour une médecine personnalisée, je vous ai pris l'exemple de la schizophrénie où en gros on a vraiment ça, on a identifié un certain nombre de variations génétiques dont la fréquence est importante mais dont l'effet sur la maladie est extrêmement faible, et qui ont été identifiés, et d'autres pour lesquels on a surtout des délétions et des duplications, pour lesquelles la fréquence est extrêmement faible, mais dont l'effet est fort sur le phénotype, sur la probabilité d'avoir la maladie. L'exemple le plus connu, c'est cette grande famille qui a été publiée il y a plus de 40 ans maintenant, presque 50, dans laquelle a été trouvée une translocation qui coupe un gène qui s'appelle DISC1. Et ce gène, dont on commence à un peu savoir à quoi il sert, est intéressant surtout comme exemple pour vous montrer que donc, dans ces grandes familles, on a une mutation qui est spécifique de cette famille, qu'on trouve que dans cette famille, et qui donne un certain nombre de phénotypes très très variés, qui va de la schizophrénie aux troubles dépressifs majeurs, quelques troubles bipolaires, et d'autres symptômes qu'on peut identifier, et également des personnes qui sont non malades et qui ont également la translocation, donc on n'a pas une pénétrance complète en fait quand on a ce genre d'anomalie. Néanmoins, on a quand même une sorte de ségrégation de la famille qui suggère que cette mutation à elle seule est suffisante pour avoir un phénotype, ou en tout cas a un effet relativement fort sur la probabilité d'avoir un phénotype. C'est également ce genre d'études, et donc là on s'oriente vraiment vers quelque chose qui est assez monogénique et qui est proche et qui est propre à la famille qu'on étudie. C'est également ce qui a été beaucoup trouvé dans l'autisme, où il y a à la fois des mutations qui sont très rares, spécifiques des familles, dont l'effet est fort, qui a été trouvé, et puis des mutations qui sont fréquentes. Dans l'autisme, on estime qu'à peu près la moitié des facteurs génétiques sont dus à des mutations qui sont fréquentes, et l'autre moitié serait probablement due à des mutations qui sont rares, dont un tiers pour lesquelles les causes sont connues, soit impliquées dans de l'autisme syndromique ou dans un certain nombre de gènes qui ont été identifiés à ce jour. Le premier exemple que je vous ai représenté ici, c'est les premières ségrégations un peu monogéniques de l'autisme sont la découverte des mutations dans les neuroligines, en fait, où ici sont représentées des familles qui ont été caractérisées au laboratoire, et ici une autre étude indépendante qui vous montre une grande famille où on a vraiment une ségrégation récessive liée à l'X, avec des mutations où quand les gens ont la mutation, ils ont de fortes chances d'avoir un phénotype dans les troubles du spectre autistique. L'équipe de Thomas Bourgeron est vraiment spécialisée dans ce genre de découverte. Ils ont découvert un certain nombre d'autres gènes, pas mal même maintenant, pour lesquels ils ont un grand nombre de mutations qui ont été identifiées chez des patients. Et pour tous ces patients, les mutations, en tout cas pour certaines d'entre elles, ont un effet extrêmement fort et à elles seules pourraient presque expliquer la maladie. C'est le cas d'un certain nombre de mutations dans la famille des gènes SHANK, et notamment dans le gène SHANK3. Et ça, c'est intéressant parce que pour vous montrer vers quoi on peut aller, c'est-à-dire une fois qu'on identifie chez un sujet ou dans une famille la mutation qui pourrait expliquer la maladie, en tout cas qui a l'air de contribuer fortement à l'apparition du phénotype. L'idée, c'est de voir, une fois qu'on connaît bien cette fonction, c'est de voir si on peut arriver à orienter le traitement. Donc pour les gènes SHANK3, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est aperçu que des mutations dans SHANK3 ont été identifiées non seulement dans les troubles du spectre autistique, mais également dans les troubles bipolaires, également dans la schizophrénie, dans un syndrome assez connu qui est le syndrome de Phelan-McDermid, qui correspond à des délétions de la région 22q13. Et en fait, le gène SHANK3, c'est une protéine synaptique postsynaptique qui permet l'organisation des différentes molécules à la synapse, et donc notamment la formation des synapses, en fait. Et ce papier de Christelle Durand a permis de montrer que les différentes mutations qui ont été identifiées chez des patients avec un autisme avaient une diminution de la formation des synapses. Du coup, il y a un certain nombre d'essais cliniques qui existent à ce jour, qui ont été faits, basés sur ces résultats, pour arriver à augmenter soit la plasticité synaptique, soit à augmenter le nombre de synapses chez les individus. Alors,
par différents traitements, soit par un traitement à l'insuline intranasale, soit en donnant de la risperidone aux patients, soit des traitements par l'IGF-1, toujours avec cette idée d'augmenter en fait la formation des synapses. Il y a également un papier qui s'est intéressé à des duplications de Chang3 qui ont été identifiées chez des patients avec un trouble bipolaire et pour lesquels ils ont montré dans ce papier, qui est un papier d'Ouda Zogby, ils ont montré que la surexpression de Chang3 chez la souris entraîne un comportement qui peut rappeler les comportements maniaques qu'on observe chez les patients. Et ils se sont aperçus que dans le cas de leurs souris, quand ils traitent les souris spécifiquement à l'acide valproïque, ils arrivent à diminuer le phénotype. Quand ils traitent les souris avec du lithium, ils n'arrivent pas à diminuer le phénotype. Pourquoi je vous dis ça? L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'une fois qu'on arrive à comprendre quelle mutation pourrait être responsable du phénotype qu'on est en train d'observer, essayer de trouver à ce moment-là le traitement qui est vraiment approprié à ce type de mutation. Alors, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, quand on séquence le génome d'un individu avec un autisme ou avec une schizophrénie, est-ce qu'on est capable de donner à 100% le gène qui est responsable de sa maladie? Non. Et d'ailleurs, en France, il n'y a aucun test génétique qui existe. En revanche, ça existe aux États-Unis. J'ai trouvé cette société qui s'appelle Courtagen, et moyenne en finance, bien sûr. Si vous envoyez l'ADN de votre enfant ou de vous-même à cette compagnie, ils vous séquencent complètement votre génome. Ils testent un certain nombre de gènes qui varient en fonction probablement du prix, mais j'ai pas réussi à avoir les prix, et probablement de la configuration de la maladie. Ils séquencent entre, on va dire, 200 et 1000 gènes. Il y a même la possibilité d'avoir un génome complet. Et il vous donne un rendu, en fait, avec les limites qu'on peut avoir sur ce genre d'études. C'est-à-dire que soit le rendu est négatif, et à ce moment-là, la question n'est pas trop difficile, mais il y a toute une panoplie de probablement négatifs, probablement positifs, ou peut-être qu'il y a des variants qui pourraient expliquer la maladie. Cependant, ils ne disent pas exactement comment ils arrivent à conclure, et aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, on n'est pas capable de donner une prédiction fiable d'une variation ou d'une mutation identifiée dans un gène, même un gène déjà associé à l'autisme, de la probabilité d'avoir quelqu'un de malade derrière. Ils s'affranchissent quand même d'un certain nombre de risques, et donc ils mentionnent quand même qu'ils ont un certain nombre de limites à leurs études, notamment que leurs études ne sont pas approuvées par la FDA, mais qu'il y a un certain nombre de résultats qui ne sont pas confirmés, donc ils peuvent pas ils ne font pas d'exploration plus en amont, en fait, plus en aval, pardon, des différentes découvertes qu'ils font. Et pourquoi je vous mets en garde, notamment vis-à-vis de ce qu'on est capable de faire, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on est capable de trouver plein de mutations. J'ai repris un article publié par l'équipe de Thomas en 2012, lorsqu'ils avaient caractérisé les mutations dans le gène Chang2, en fait, où il prend un exemple de 3 familles, des familles qui sont représentées ici, des trios où les parents ne sont pas malades, seuls les enfants sont malades. Et dans ces 3 familles, il y a une délétion de novo, en fait, donc une suppression hétérozygote du gène Chang2. Et donc, on pourrait, quand on trouve ça, se dire Chang2 est absolument impliqué dans la maladie. Et en fait, ils sont allés plus loin et ils ont regardé plein d'autres gènes, notamment ils ont regardé presque l'ensemble du génome chez ces individus, et ils ont constaté que 2 d'entre eux avaient également une duplication sur le chromosome 15, qui est une duplication qui est fréquemment associée à l'autisme aussi. Donc déjà, ces 2 individus ont 2 raisons génétiques publiées pouvant expliquer la maladie chez eux, et un certain nombre d'autres gènes qui sont représentés autour. Et celui-ci également a un certain nombre d'autres gènes qui peut expliquer un phénotype qui est un peu différent. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'une seule de ces mutations est suffisante pour avoir le phénotype qu'on a, ou est-ce que c'est la combinaison de ceci et de ces différentes variations? Et dans ce cas, quelle combinaison et qui conduit à quel phénotype? Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que tout l'enjeu est là encore et on ne sait pas vraiment répondre à cette question. Avant de passer la parole à Nicolas, je voudrais vous parler des mutations qui sont fréquentes. Donc tout ce dont je vous ai parlé pour le moment sont les mutations qui sont rares. Sur les mutations qui sont fréquentes, donc, je vous rappelle qui ont permis l'identification de plus d'une centaine de gènes associés à la schizophrénie. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que donc, toutes ces mutations fréquentes ont un effet extrêmement faible. Si vous avez juste une de ces variations, le risque pour la présence d'une de ces variations d'avoir une schizophrénie est très légèrement au-dessus de celui de la population générale. Il augmente de 1,1, 1,2 jusqu'à 1,5 fois le risque de la population générale. Sur une pathologie qui est présente à 1% de la population, c'est relativement faible.
Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on étudie de voir si l'accumulation de ces différentes variations n'augmente pas le risque, et c'est ce qu'on appelle le risque polygénique. Et dans ce cas, on se retrouve avec une distribution qui ressemble à ça, où plus les gens ont de mutations, plus la probabilité qu'ils soient malades est importante, et il faut arriver à déterminer le seuil à partir du moment où on est malade. Du coup, ce qu'on fait, c'est un calcul assez simple d'additivité des différentes variations qui sont identifiées, pondérées par le poids de chacune de ces variations. Et du coup, on arrive comme ça à estimer un risque individuel pour la schizophrénie. Quand on fait ça, on s'aperçoit que ce score, ça a été une étude qui a été faite sur 3 populations indépendantes qui sont ici. Plus le score augmente, plus la probabilité augmente de développer une schizophrénie, allant aujourd'hui jusqu'à expliquer 20% de la part génétique de la maladie. Donc ça montre vraiment que quand on a cette accumulation de gènes, on arrive à avoir un risque beaucoup plus élevé en fait, de développer la maladie. Et ça c'est assez intéressant aussi puisque il y a une étude d'il y a 2 ans qui a montré que ce même score était donc non seulement associé à un risque plus élevé de schizophrénie, c'est ce qui est montré ici, ça c'est le score moyen chez les individus schizophrènes par rapport au score moyen d'une population contrôle, mais que ce score était encore plus élevé quand on s'intéressait aux schizophrénies résistantes au traitement, par rapport aux personnes qui ont une schizophrénie et qui répondent bien au traitement, et que ce score était encore un peu plus élevé quand on s'intéressait aux schizophrénies résistantes à tous les traitements et à la clozapine, etc. Et plus la gravité de la maladie était importante, plus le score semblait être élevé. Donc là, pour la première fois, il montrait que ces variations génétiques qui semblent être impliquées dans une vulnérabilité servent aussi, pourraient également servir aussi à la prédiction au traitement. La difficulté, parce qu'il y a toujours une difficulté quand on a des découvertes, c'est qu'ils sont aperçus que ce même score permettait de prédire, enfin d'expliquer en tout cas une part génétique pour d'autres pathologies psychiatriques comme les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, l'anorexie, les troubles du spectre autistique, le trouble bipolaire avec un grand nombre de facteurs génétiques qui sont partagés avec la schizophrénie, les troubles dépressifs majeurs et les troubles obsessionnels compulsifs. Et donc on s'aperçoit qu'à peu près 20% de la part génétique de ces maladies pourrait être commune en fait entre ces différentes pathologies. Donc on n'a une fois encore plus aucune spécificité du phénotype par rapport aux paramètres génétiques. Donc l'idée, c'est justement d'essayer d'affiner encore un peu mieux, de plus prendre l'ensemble de ces variations génétiques, je ne sais pas si c'est relativement clair, mais de faire des sous-groupes de gènes maintenant, de regarder comment ces sous-groupes de gènes réagissent entre eux et comment on peut les mettre en face de phénotypes très particuliers. Ça a été fait dans la schizophrénie, où il y a un certain nombre de groupes de gènes qui sont associés à des symptômes particuliers. Je pense que l'idée ultime sera de mélanger de différentes pathologies psychiatriques pour arriver à avancer plus loin. Dernier exemple, avant de laisser la parole à Nicolas, c'est vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui en pharmacogénomique, c'est-à-dire comment on arrive à utiliser ces données de polymorphisme fréquent pour essayer de prédire la réponse au traitement. En fait, j'ai trouvé 2 sites qui font ça aux États-Unis. Une fois encore, on ne fait pas ce genre d'études en France. En fait, les 2 sites sont basés, les 2 approches sont les mêmes. Elles sont basées principalement sur l'analyse des cytochromes qui sont impliqués dans le métabolisme des médicaments et le métabolisme d'un grand nombre de choses dans l'organisme, et également sur des polymorphismes qui ont été identifiés dans le transporteur de la sérotonine et dans un certain récepteur impliqué dans la pharmacodynamique, et pour lesquels ils montrent en fait on peut prédire en fait une meilleure réponse au traitement pour un certain nombre de traitements. Ça se manifeste comme ça, c'est-à-dire que si vous envoyez votre ADN, on vous renvoie une feuille en vous donnant les différents traitements et en vous disant si y a 0 risque, si vous risquez de moins bien métaboliser ou si vous risquez de devoir prendre une dose plus importante, ou même si vous avez des effets secondaires qui sont très fortement probables par rapport à un certain nombre de paramètres, et notamment à un typage HLA qui a été fait chez les individus. Je termine là-dessus. Avant de laisser la parole à Nicolas, en France, je vous ai dit plusieurs fois qu'on n'avait aucun test qui sert à ça. J'ai pris des recommandations sur le site de l'INSERM des tests génétiques en France. On n'a aucun test puisque, à l'heure actuelle, donc, tous les tests qui existent, tests génétiques qui existent en France sont cadrés par la loi de bioéthique. Ils se font obligatoirement dans le cadre médical avec une consultation de génétique, et le problème aux États-Unis, c'est que même les différents sites que je vous ai présentés vous rendent les résultats sans consultation de génétique associée, donc je ne suis pas sûr que les gens savent véritablement quoi faire une fois qu'ils ont ce genre de résultats. Ils sont utilisés pour soit du diagnostic, soit
pour arriver à prédire la réponse à un traitement. Et il faut surtout que ce soit pertinent par rapport, c'est-à-dire que pour lequel l'effet est important et pour lequel on puisse ensuite déclencher une prise en charge qui sera adaptée. Donc c'est vraiment l'objectif, on continue d'explorer. Et donc j'espère que ce que va vous montrer Nicolas juste maintenant va vous montrer qu'on a de bons espoirs pour essayer de progresser encore là-dessus, essayer en effet de trouver des tests moléculaires qui nous permettent de prédire notamment la réponse au traitement. Nicolas ? Je tiens à préciser que je suis un nouveau venu dans ce domaine. Voilà, j'ai travaillé toute ma vie sur des souris en leur faisant des misères. Et depuis quelque temps, je m'intéresse à la vraie vie, c'est-à-dire à des patients. Voilà. Alors, je crois que Stéphane a bien introduit les choses. Vous allez reconnaître d'ailleurs une diapositive très rapidement. Donc, vous avez vu ce type de cluster tout à l'heure. C'est un petit peu l'idée de la médecine personnalisée. Donc, vous avez un groupe hétérogène de patients. Et puis, en analysant des données cliniques et des données biologiques, l'idée, c'est de stratifier ces patients avec différentes, bien sûr, avec différents buts. Donc, Stéphane en a évoqué un certain nombre. De manière très très générale, il y a le diagnostic, bien sûr, il y a le pronostic, il y a ce qu'on appelle maintenant le théranostic. Le diagnostic, voilà, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai cru comprendre que quand un malade vient voir un clinicien avec un épisode dépressif majeur, eh bien, c'est important de pouvoir savoir s'il est unipolaire ou bipolaire. Si c'est la première fois que le clinicien le voit, s'il n'y a pas d'intériorité, etc., c'est difficile de le savoir. Donc, pour avoir un meilleur diagnostic, ce serait important d'avoir des outils pour pouvoir le faire. Pronostic, c'est bien sûr important de savoir également si un patient vient consulter, eh bien, quelle va être son évolution. Est-ce qu'il va récidiver? Est-ce qu'il va être hospitalisé fréquemment dans les mois qui viennent ou pas? Théranostic, c'est plus par rapport, comme le disait Stéphane, à la réponse au traitement. Vous, médecins, avez un certain nombre de molécules à votre disposition, en fonction bien sûr des diagnostics. Vous pouvez varier les doses, vous pouvez varier les médicaments. Vous savez que tous les patients ne répondent pas aux mêmes médicaments. Certains sont sensibles à certaines doses et pas à d'autres. Il y en a qui sont malheureusement sensibles à rien. Et donc c'est important pour votre pratique de pouvoir avoir des outils qui vont vous aider pour faire du diagnostic, du pronostic et adapter les traitements. Donc c'est l'idée de la médecine personnalisée. Alors comment faire? Donc Stéphane a envisagé à vous a parlé d'une approche qui est en fait fondée sur l'analyse du génome. L'analyse du génome, ça nécessite de faire un prélèvement biologique. Je vais en reparler aussi. Prélèvement biologique qui est analysé par des techniques un petit peu chères, mais dont les coûts diminuent. Et puis assez rapidement, mais quand même, il faut quelques jours, on peut avoir un certain nombre d'informations sur les gènes. Et avec ce score polygénique dont en parlait Stéphane, eh bien, on peut espérer pouvoir mieux comprendre, pouvoir stratifier les patients et donc prédire ceux qui vont répondre ou pas, prédire ceux qui sont unipolaires ou bipolaires, etc., etc. Moi, je vais vous parler d'une autre approche qui également est fondée sur des prélèvements biologiques, mais là, c'est du sérum. C'est toujours une prise de sang, bien sûr, mais là, on va doser un certain nombre de choses dans le sérum. Alors, c'est l'outil de base du médecin. Quand vous allez voir votre généraliste, il va vous prescrire une analyse de sang pour regarder le cholestérol, pour regarder différentes choses. Et on peut également regarder d'autres molécules qui sont des cytokines. Alors, qu'est-ce que c'est les cytokines et pourquoi? Donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle je suis là ici. Donc, mon background est un background d'immunologiste et donc je m'intéresse essentiellement aux réponses immunitaires. Et les réponses immunitaires, comme vous le savez tous, c'est essentiellement ce qui nous protège des maladies infectieuses. Alors, pas uniquement. Ça joue bien sûr un rôle, les cellules du système immunitaire, ça nous permet d'éliminer un certain nombre de cellules cancéreuses qui apparaissent dans notre organisme quasiment tous les jours. C'est également, ces cellules du système immunitaire jouent un rôle fondamental dans la guérison des blessures. Voilà, alors ce que vous devez savoir, c'est pas grand-chose, mais c'est probablement encore plus que moi. Donc il y a beaucoup de types cellulaires qui sont avec des noms compliqués, lymphocytes, monocytes, macrophages, cellules dendritiques, cellules NK. Et puis, ce que vous devez également savoir, c'est que ces cellules, bien sûr, en fonction de leur type, elles ont différentes actions sur le système immunitaire, mais elles ont un mode de communication qui est la production de molécules solubles qu'on appelle des cytokines. Et typiquement, on a une cellule immunitaire qu'on va appeler un lymphocyte qui va, en produisant certaines cytokines, agir sur d'autres cellules et les activer ou les inhiber. Alors, ces cellules du système immunitaire, il y en a des dizaines avec des noms compliqués. Il y a également des dizaines et des dizaines de cytokines qui sont produites.
Alors pourquoi s'intéresser aux cytokines? Eh bien, on sait maintenant que, donc ça a quelques dizaines, peut-être une vingtaine d'années, on sait que, alors que le système immunitaire et le système complètement séparés, qui agissent de leur côté sans se parler, en fait, on sait maintenant qu'ils se parlent dans les deux directions. Et notamment, on sait que les cellules et les molécules produites par les cellules immunitaires peuvent avoir un impact sur le cerveau et éventuellement contribuer au développement de maladies psychiatriques. Alors c'est important peut-être de faire un petit peu l'historique. Pourquoi on sait ça? Il y a un certain nombre d'études cliniques qui ont permis de le démontrer de manière assez claire. Déjà des études cliniques qui ont montré que lorsque des mères sont infectées par des virus ou par d'autres pathogènes pendant la grossesse, leurs enfants, quand ils vont grandir, ils vont avoir plus de risques de développer des maladies psychiatriques, notamment de l'autisme, notamment des troubles de spectre autistique et également plus tard de la schizophrénie. Donc plusieurs virus, plusieurs pathogènes, il y a des débats sur ça, mais clairement, l'activation du système immunitaire pendant la grossesse est un facteur de risque qui va augmenter donc la probabilité que ces enfants soient atteints de troubles psychiatriques plus tard. L'autre chose, c'est en lien direct avec ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure. Alors, il vous a parlé de DISC1 et de SHANK3, mais il y a de nombreux gènes également qui sont associés au développement des maladies psychiatriques et à plusieurs maladies psychiatriques. Et c'est notamment les gènes qui codent pour certaines cytokines ou des récepteurs de ces cytokines. Donc, c'est un argument indirect, mais c'est un argument assez fort. Et puis, eh bien, si vous tapez sur PubMed cytokines, maladies et psychiatric disease, vous allez trouver des centaines et des centaines de papiers dans lequel eh bien, du sérum a été prélevé par des cliniciens. Les cytokines ont été dosées dans le sérum et ces cliniciens se sont entre guillemets amusés à comparer les niveaux de ces cytokines, souvent entre des sujets contrôle dépourvus de maladies psychiatriques et des sujets malades. Et il y a des dizaines, des centaines de papiers qui ont montré qu'il y avait des altérations. Alors le petit problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment consensus, même dans les méta-analyses, avec des résultats très variables d'un groupe à l'autre. Il y a un certain nombre de raisons pour ça, qu'on peut éventuellement discuter si vous le souhaitez. Les méthodes d'analyse de ces cytokines ne sont pas les mêmes. Les patients, bien sûr, sont pas caractérisés de la même manière. Les groupes sont souvent restreints, ils sont souvent très hétérogènes, etc., etc., etc. Alors le dernier point, c'est quand même peut-être le plus spectaculaire, c'est une expérience directement in vivo chez l'homme. Vous savez qu'il y a quelques années, eh bien, on a pensé à injecter des cytokines recombinantes, notamment de l'interféron alpha et de l'interleukine 2, à des patients qui avaient des tumeurs, avec l'espoir qu'en faisant ça, on allait stimuler leur système immunitaire et que ça allait eh bien, entraîner une régression ou en tout cas diminuer la rapidité d'évolution de ces tumeurs. Et certains traitements sont extrêmement efficaces pour limiter la progression tumorale. Malheureusement, dans de très très nombreux cas, lorsque des fortes doses d'interleukine 2 ou d'interféron alpha étaient injectées à ces patients, eh bien, il y avait des effets secondaires pouvant même aller jusqu'au suicide en fait, de ces patients. Certains également ont développé des hallucinations, fait des hallucinations. Et donc clairement, la simple injection de ces cytokines à ces patients, à forte dose, je précise, eh bien, pouvait provoquer des troubles psychiatriques. Et donc clairement, c'était la démonstration in vivo chez l'homme que les cytokines pouvaient influer sur le comportement et provoquer l'apparition de symptômes. Alors, tout ça, bien sûr, peut être corroboré chez l'animal, et il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans les laboratoires qui s'intéressent donc aux souris. Il a pu être montré que quand vous prenez des souris d'une souche quelconque, que vous les injectez avec certaines cytokines, eh bien, quelques heures, voire un jour ou quelques jours plus tard, eh bien, ces souris vont développer des troubles. Alors, des troubles du comportement, on ne peut pas appeler ça des troubles psychiatriques, bien sûr, mais on sait un certain nombre de tests de comportement qui permettent de mesurer leur anxiété, leur capacité de mémorisation, leur capacité cognitive. Et on s'aperçoit dans de très très nombreuses études, avec différentes cytokines, en utilisant différentes souches, que l'injection de ces cytokines est suffisante pour induire le développement de ces symptômes. On peut également neutraliser cette cytokine et dans ce cas-là, les troubles disparaissent. Enfin, c'est vraiment des relations de cause à effet démontrant le lien entre l'expression, la production de ces cytokines chez l'animal ou leur présence chez l'animal et le fait pour ces animaux de développer des troubles du comportement. Alors, notre hypothèse, bien sûr, mais ce n'est pas la nôtre uniquement, c'est celle de beaucoup de gens, c'est que peut-être que, parallèlement aux études sur la génétique dont a parlé Stéphane tout à l'heure, en mesurant les cytokines dans le sérum de patients,
au moment où ils font un épisode aigu, mais également peut-être s'ils sont en phase chronique, eh bien on pourrait, en analysant ces résultats d'une certaine manière, permettre de stratifier les patients pour avoir un meilleur diagnostic, un meilleur pronostic et éventuellement trouver le traitement le plus adapté. Alors j'ai pris un exemple vraiment très simple. Imaginons par exemple qu'on s'intéresse à des patients qui viennent, alors pour simplifier, je vais parler de patients qui font pour la première fois un épisode psychotique, qui n'ont jamais été traités avant, parce que bien sûr ça peut induire des confusions. Ce n'est pas la vraie vie, bien sûr. Souvent dans les hôpitaux, c'est d'autres patients que vous voyez, des patients qui ont déjà été diagnostiqués avec une certaine pathologie, qui ont déjà eu différents traitements et ils viennent vous voir plus tard. Donc imaginons que par exemple vous ayez un certain nombre de patients, une trentaine ici, qui sont caractérisés par un premier épisode de psychose. Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est simplement leur prélever du sang et doser dans ce sang un certain nombre de cytokines. Alors, je vous ai dit qu'il y en avait des dizaines, mais pour des raisons évidentes, j'en ai choisi 2 ici pour que ce soit facile à représenter. Et donc, eh bien, on sait qu'il y a une très grande variabilité chez les sujets sains comme chez les patients. Et donc, un patient va, par exemple, ce patient-là, il va avoir beaucoup d'interleukine 2 et beaucoup d'interleukine 6. Celui-là, un petit peu d'interleukine 2, un petit peu d'interleukine 6. Celui-là, beaucoup d'interleukine 6 et pas beaucoup d'interleukine 2. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, pas à grand-chose si on s'arrête là, bien sûr. Par contre, imaginons que ces patients, vous les traitez tous, les cliniciens les traitent tous avec un médicament que vous avez à votre disposition qui s'appelle l'olanzapine, et que 6 semaines après, le même clinicien les revoit et évalue eh bien, la réponse au traitement. Est-ce que l'état de santé de ces patients s'est amélioré? Eh bien, dans ce cas-là, il peut colorer en bleu ou en rouge les patients dont l'état s'est amélioré. Ici, ce sont les patients qui sont représentés en rouge, donc c'est ceux qui ont répondu au traitement, et les patients dont l'état ne s'est pas amélioré. Ici, c'est les patients qui sont colorés en bleu. À quoi ça peut servir? Eh bien sûr, maintenant, sans faire des calculs compliqués, dans le cas de ces 2 cytokines, si vous avez un nouveau patient qui vient vous consulter, vous mesurez cette cytokine, l'interleukine 6 et l'interleukine 2, il est ici. Voilà, sans faire de calculs compliqués, vous allez pouvoir dire, ce patient, il est dans la zone rouge, donc a priori, il va répondre, et donc le médecin, le clinicien, va décider de le traiter avec l'olanzapine, avec un bon espoir que ce médicament soit actif. Si par contre, il est dans cette zone, là, votre avis de clinicien sera déterminant, et vous pourrez décider de le traiter avec un autre médicament, la clozapine, ou alors peut-être faire augmenter la dose directement d'entrée de jeu. Voilà, ou associer l'olanzapine à d'autres thérapies. Alors, bien sûr, la réalité est un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire ce type d'études, il faut avoir accès à un très grand nombre de données cliniques, à un très grand nombre de prélèvements biologiques, notamment de prélèvements de sérum, et avoir des patients extrêmement bien caractérisés. Voilà. Ensuite, ce n'est pas 2 cytokines, bien sûr, qu'il faut mesurer, c'est des dizaines et des dizaines de cytokines, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, pour les gènes, eh bien, ces gènes peuvent avoir un effet important, mais on peut imaginer que c'est en fait plutôt une combinaison de gènes, et dans ce cas-là, une combinaison de cytokines qui vont permettre de stratifier les patients. Et ensuite, bien sûr, eh bien, parce qu'on n'est pas dans 2 cytokines, utiliser des compétences en mathématiques, en machine learning notamment, pour pouvoir analyser ces datas de manière à générer ce qu'on appelle en mathématiques des classificateurs statistiques, des classifiers, des algorithmes en quelque sorte, permettant, si vous rentrez dans l'ordinateur les différentes valeurs pour chacune des cytokines, permettant de prédire si un patient va répondre à l'olanzapine ou non. Alors, un exemple quand même, pour vous montrer que ce n'est pas complètement du rêve. Grâce à Marion, nous avons eu accès à un certain nombre de prélèvements biologiques de la cohorte Optimize. C'est une cohorte de patients qui ont fait un premier épisode psychotique, qui ont été donc évalués par des cliniciens, qui ont tous ensuite été traités à l'amisulpride, et 4 semaines après la visite, de manière à déterminer s'ils avaient répondu ou pas au traitement, tout simplement en évaluant ces patients par un certain nombre de questionnaires, et notamment les questionnaires PANSS, que vous connaissez, j'imagine. Alors, ce que nous avons fait, nous, au laboratoire, c'est de récupérer les échantillons de sérum à l'inclusion, avant que les patients ne soient traités. Et nous avons mesuré donc 43 cytokines dans le sérum de ces patients. C'est des mesures simples, voilà. Différentes techniques, mais c'est relativement peu cher. C'est 1 à 2 € la cytokine, pour vous donner une idée. Le coût de affordable cost, enfin le coût la notion de coût est importante. Ce qui est intéressant pour le clinicien aussi, c'est que par rapport à quand on peut imaginer, et ça se fait ça se fait couramment en médecine, c'est que les résultats de ces analyses sanguines, on peut les avoir, alors peut-être pas en quelques heures, mais en tout cas 1 jour ou 2 jours plus tard. Et donc très rapidement, ces résultats peuvent être communiqués au médecin qui peut ensuite décider de les utiliser ou pas.
Voilà, et puis surtout, alors, donc je reviens à ma cohorte Optimize, en ayant donc les données cliniques, c'est-à-dire la réponse ou la non-réponse au traitement, en ayant les données de cytokines pour chacun de ces patients avant traitement, et en analysant, donc, en utilisant des machines, des algorithmes, des méthodes mathématiques de machine learning, eh bien, nous avons pu déterminer, enfin, générer une première génération de classificateurs statistiques qui vous permet de prédire avec une efficacité aujourd'hui de 75%, je vais vous dire ce que ça veut dire après, hein, avec une efficacité de 75% si un patient va répondre ou pas à la misulpride quand il n'a jamais été traité auparavant. Voilà, alors ce qui est intéressant dans cette... Alors, vous savez, certains d'entre vous ont l'habitude de ce type de courbe qui s'appelle les courbes ROC, qui montrent en fait le nombre de vrais positifs par rapport au nombre de faux positifs. Hein, tout dépend en fait de là où vous mettez le seuil. Et la précision de l'algorithme, son accuracy, est déterminée par l'aire sous la courbe, qui est ici de 75%. L'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir un 100%. Et c'est ce qu'on espère faire en mesurant de nouvelles cytokines et en ayant accès à plus de patients. Alors, une chose très importante, c'est que ce que cet algorithme, cette méthode de classification permet de faire, c'est non seulement de vous donner une prédiction, qui, dans 75% des cas, est juste, mais également de vous dire, parmi tout ce que vous avez mesuré, qu'est-ce qui est pertinent pour vous permettre de faire cette prédiction. Et vous voyez ici que je vous ai un petit peu menti, je vous ai dit qu'en fait on pouvait faire cette prédiction en se fondant sur le niveau d'expression de certaines cytokines, sur leur abondance dans le sérum. C'est vrai pour 4 cytokines, l'interleukine 15, l'interleukine 17, CCL2 et CCL11, mais ce que j'ai oublié de vous dire et qui est très important, et je pense que ça vous confortera dans l'idée que ça peut vraiment être intéressant, c'est que pour avoir vraiment une bonne prédiction, il faut aussi combiner ces données biologiques à des données cliniques qui sont les scores PANSS à l'entrée. Et donc c'est à la fois les informations cliniques générées par les cliniciens à l'examen du patient que les données biologiques issues du dosage des cytokines dans les échantillons de sérum. C'est la combinaison de l'ensemble de ces données qui permet de prédire la réponse à la misulpride. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors on pourrait, je dirais, s'arrêter là, on pourrait bien sûr essayer d'augmenter, c'est ce qu'on essaye de faire, la prédiction, la valeur prédictive de cet algorithme, en mesurant plus de cytokines sur un plus grand nombre de patients, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne des pistes, c'est que parmi les 43 cytokines dont je vous ai parlé qu'on a mesurées, il y en a 4 qui sortent. Et il y en a une qui nous particulièrement intéressante pour nous, c'est l'interleukine 15. Pourquoi ? Parce que quand on fait maintenant des analyses statistiques, je dirais classiques, où on va regarder la corrélation entre le niveau d'expression de cette cytokine ou son abondance dans le sérum et les différents scores cliniques, vous voyez que cette cytokine est particulièrement intéressante. Alors, bon, j'imagine que vous êtes familier avec ce genre de choses. Dans la schizophrénie, je parle sous le contrôle, sous votre contrôle, dans l'échelle PANSS, il y a en fait 3 sous-scores, qui sont le score positif, le score négatif et le score général. Eh bien, si on regarde les études de corrélation, on voit que la quantité d'interleukine 15 est très fortement corrélée, en fait, la p-value ici est de 10-6, avec le score positif, la dimension positive, avec la dimension, avec le score, le pathophysiologie générale, et pas du tout avec la dimension négative. Et donc ça donne une piste en fait sur ce que cette interleukine 15 pourrait faire. On a l'impression que plus on en a, plus en fait on va avoir des symptômes associés à cette dimension positive. Alors bien sûr, ce genre de résultat est intéressant sur une cohorte, mais il faut toujours le valider sur d'autres cohortes. Il faut également regarder dans quelle mesure le traitement va entraîner une diminution ou une stabilité, ou au contraire ne va pas montrer de différence. Voici un résultat sur ces mêmes patients de la cohorte Optimize, après traitement à la misulpride. Vous voyez qu'il y a, en tout cas chez beaucoup d'entre eux, une diminution de la quantité d'interleukine 15. Hein. Autre chose intéressante, c'est que maintenant, si vous... ça, c'est sur la cohorte AIGIV. Donc, si vous comparez un certain nombre de patients schizophrènes en phase aiguë, et si vous les comparez au niveau de l'interleukine 15 avec des sujets du même âge et du même sexe, ben, vous voyez qu'il y a plus d'interleukine 15 chez les patients schizophrènes. Alors, est-ce que c'est un biomarqueur simplement qu'on peut utiliser
telle quelle, ou est-ce que c'est peut-être une cible thérapeutique? Je ne peux pas répondre à cette question, mais bien sûr on fait des expériences chez la souris, dans lesquelles on injecte de l'interleukine 15 à des souris pour savoir si elles vont développer des symptômes, des troubles du comportement. Alors, les hallucinations, c'est un petit peu compliqué à mesurer chez la souris, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut regarder le PPI ou ce genre de choses. Et donc, encore une fois, le message, c'est que ces biomarqueurs, ils peuvent non seulement être utilisés pour prédire, mais également peut-être comme nouvelle cible thérapeutique. Alors, quelles sont les limites de ce type d'approche? Je dirais que une des principales limites, peut-être, et peut-être la plus intéressante pour vous, c'est que, en fait, c'est vous qui devez définir les questions pertinentes par rapport à votre pratique. Est-ce que quand vous voyez un malade, est-ce que vous avez besoin d'avoir des outils qui vont vous permettre de faire un meilleur diagnostic? Est-ce que vous avez envie de savoir s'ils vont répondre ou pas à certains médicaments? C'est en fait à vous de définir les classes de patients, les strates de patients que vous aimeriez, dans lequel quand vous avez un nouveau malade, eh bien, vous voudriez en fait le mettre dans une strate ou dans une autre. C'est à vous de définir cette question et ensuite, si vous définissez cette question, et si les données cliniques sont bien clairement identifiées, eh bien ensuite on peut essayer de développer des algorithmes pour essayer de vous aider pour stratifier ces patients. L'autre chose importante, c'est que les outils mathématiques dont je vous ai parlé ont besoin d'être alimentés avec des nombres très importants, en fait, avec beaucoup de données. Voilà. Alors c'est pas du big data. Le big data, c'est des millions et des milliards, même plus que ça, je crois, Wafa, de données. Ici, on est avec quelques dizaines, voire centaines de cytokines et quelques centaines de patients. C'est pas du big data, mais bon, ça fait joli de dire big data. Mais en tout cas, on a clairement besoin d'un grand nombre de données cliniques et de données biologiques. Vous avez bien compris, bien sûr, que la fiabilité de ces données est absolument pertinente, aussi bien au niveau des échantillons qu'au niveau des données cliniques. Ces algorithmes ne fonctionnent que quand il n'y a pas de données manquantes. S'il y a des données manquantes, on ne sait plus trop ce qu'on fait d'un point de vue mathématique. Donc c'est très important d'avoir des données qui sont extrêmement fiables. Pour les prélèvements biologiques, c'est également très important. Vous savez que les cytokines, ou vous ne savez pas, que la quantité des cytokines varie au cours de la journée. Elle varie en fonction d'un certain nombre de choses. Donc l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir des patients à jeun qui sont prélevés à 9h du matin, etc., etc. Alors, même si ce n'est pas ça, ce n'est pas très grave, mais en tout cas, d'avoir une traçabilité de ça, c'est vraiment important. Alors, bien sûr, il y a également les méthodes de dosage de ces cytokines qui sont cruciales. Il y a différentes choses qui sont utilisées, notamment des méthodes qui sont fondées sur des billes, la méthode de Luminex, par exemple. Nous, on utilise des techniques qui sont peut-être un petit peu plus fiables et plus sensibles, mais clairement, en tout cas, ces méthodes doivent être robustes, fiables, et de manière à ce que les données biologiques soient interprétables. Ensuite, bien sûr, il faut avoir des compétences mathématiques poussées pour pouvoir développer ces algorithmes de machine learning. Et puis, une fois qu'ils sont en place, surtout, pour les cliniciens, pouvoir mettre en place des interfaces qui sont user-friendly, qui peuvent être utilisées par les cliniciens. Alors, je vous donnerai simplement mon exemple personnel. J'étais voir un cardiologue récemment, et donc, voilà, il a calculé mon facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Donc, il avait une analyse de sang où j'avais mon taux de cholestérol, je lui ai donné mon âge, je lui ai dit que je ne fumais pas, j'étais a priori un homme, et donc il a rentré tout ça dans l'ordinateur, enfin c'était une interface, voilà, et il m'a dit, voilà, votre risque c'est de 1,03, voilà, par rapport à 1. L'idée c'est de faire ça en fait, pour les maladies psychiatriques, voilà, donc on pourrait tout à fait imaginer, peut-être, alors, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, peut-être avant, je ne sais pas. Disons, un médecin qui voit un patient, il va prescrire une analyse de sang. Le sérum va être analysé dans un laboratoire de référence, quelque part. 2 jours plus tard, le médecin va recevoir les résultats, va rentrer les valeurs des cytokines des CCL11, interleukine 15, interleukine 17, CCL2, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les scores pensent également, et puis, l'ordinateur va lui dire, voilà, ce patient, il a 90% de chances, de probabilité de répondre à ce médicament. Et ensuite, c'est bien sûr à vous, cliniciens, de pouvoir décider ce que vous allez faire. Alors, il existe ce type de choses, alors j'aurais dû faire comme Stéphane tout à l'heure, pour l'arthrite rhumatoïde. Il y a une société qui s'appelle Myriad, voilà, qui en fait propose ce type de test pour l'arthrite rhumatoïde. Donc l'arthrite rhumatoïde, comme vous le savez, c'est une maladie auto-immune dans laquelle on a une inflammation. Vous savez qu'il existe des médicaments qui vont cibler le TNF-alpha ou son récepteur, l'interleukine 1 ou son récepteur, l'interleukine 6 ou le TNF-alpha. Eh bien,
c'est exactement ce qu'ils font. Le médecin prescrit une analyse de sang, le sang est envoyé, on a les données sur l'interleukine 6, le TNF-alpha et l'interleukine 1, et la société envoie directement au médecin en disant voilà, la probabilité de répondre à l'anti-TNF est de temps. Et donc vraisemblablement le médecin va en tout cas s'aider de cette information pour pouvoir prescrire le médicament le plus adapté. Donc vous avez compris que, eh bien, pour faire ce type d'analyse, on a besoin de données qui sont, de nombreuses données, qui sont des données cliniques, des données biologiques, qui sont fiables sur un grand nombre de patients, et c'est la raison pour laquelle, même si on a commencé à travailler avec la cohorte dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis également la cohorte IGIV, eh bien, les données cliniques et les données biologiques des centres experts sont absolument cruciales pour pouvoir nous permettre d'alimenter ces bases de données et surtout de répondre et de développer des algorithmes qui vont répondre aux questions que vous, cliniciens, vous pouvez vous poser. D'où la nécessité de continuer à prélever, de continuer à alimenter les bases de données, de manière à ce que l'on puisse vous aider éventuellement à, j'espère, court ou moyen terme. Alors, je vous ai dit qu'une partie de ces expériences avait été faite dans mon laboratoire, donc à Sophia Antipolis. Donc, nous, on fait des dosages, on s'intéresse également à la souris, hein, mais bien sûr, il y a une énorme composante qui est une composante mathématique. On utilise ces outils de machine learning, essentiellement donc, avec Michel Barlow et Lionel Filatre, qui sont deux professeurs de l'université de Sophia Antipolis. Et Wafa, qui est juste là, en fait, était postdoc avec Michel Barlow et maintenant a rejoint le groupe de Stéphane et de Marion à l'Institut Henri Mondor de Créteil. Et donc, bien sûr, on a commencé à interagir avec des cliniciens, parce que nous, on n'a pas d'échantillon biologique, on n'a pas non plus la connaissance, on ne connaît pas les questions qui sont pertinentes. Et donc, j'ai listé un certain nombre de gens dont j'en ai probablement oublié certains. Et donc, notre ambition, c'est vraiment très très rapidement de pouvoir commencer à analyser les échantillons biologiques et les données cliniques des centres experts pour répondre aux questions qui vous intéressent, vous cliniciens. Voilà, merci beaucoup.